Et on débute donc avec le sénateur du jour. Bonjour Olivier Paco. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, sénateur rattaché Les Républicains de l'Oise. On va bien sûr parler des premiers pas de Jean Castex, ses premiers jours à Matignon, un déplacement samedi, une grande interview au Journal du Dimanche hier, et puis une visite dans un commissariat hier soir. Le nouveau Premier ministre cherche à imposer sa marque. On voit ça avec Jordan Klein. Mais est déjà sur le terrain. Je ne peux pas vous serrer la main. Samedi dernier, Jean Castex a souhaité un premier déplacement en phase avec le moment. En pleine crise économique, il fait ses débuts dans une entreprise de Corbeil-Essonnes. J'ai vraiment voulu, je vous le dis à tous, venir faire ma première visite. Une entreprise, innovation, l'industrie, la crise, la difficulté, on voit bien. Le nouveau Premier ministre revendique sa méthodologie proche du terrain. Un homme des territoires, on va dire. Voilà. Hier soir, deuxième déplacement au sein du commissariat de la Courneuve. Une visite courte, moins d'une heure, accompagnée par le préfet de police de Paris. Objectif, solidifier les liens fragilisés ces dernières semaines entre la police et l'exécutif. Deux visites en 2 jours, symbole de la méthode Jean Castex. Il se décrit comme un homme qui agit par les territoires. Ma méthode passe par le dialogue, la mobilisation de tous, l'obsession de la mise en œuvre concrète de ce sur quoi nous nous engageons, la conviction que plus on agit près du terrain, plus on est efficace. Le Premier ministre annonce déjà un été studieux. Son cap, il devrait le fixer lors de son discours de politique générale qu'il prononcera après le 14 juillet. Jean Castex qui se revendique comme un gaulliste social à Matignon, c'est le bon profil pour vous ? Peut-être. Peut-être. En tous les cas, c'est vrai que c'est un homme qui n'était pas connu du grand public, qui était connu des allées du pouvoir, parce qu'il les a fréquentées depuis des années et qu'il y a acquis une expérience précieuse. Là où le profil peut me sembler intéressant, c'est que c'est un homme qui a des racines électorales profondément enracinées. Tout le monde a insisté sur le fait que ce soit un maire. Moi, j'insiste sur le fait que c'est un conseiller départemental. Et ça vous oblige, lorsque vous êtes un conseiller départemental rural, à approfondir des notions de diplomatie politique qui lui seront bien précieuses, qu'il possédait certainement déjà. On va parler de Jean Castex, l'homme des territoires, mais sur ce côté gaulliste social qu'il revendique. Écoutez, moi, je me définis aussi un peu comme un gaulliste social, donc j'apprécie, mais il y a des mots, et après il y a la réalité. Alors, quand on est gaulliste social, le gaullisme, c'est d'abord mettre la France au-dessus de tout. Et l'aspect social, c'est effectivement avoir cette volonté de concilier, d'écouter, cette volonté d'être à la disposition et non pas d'être uniquement dans la décision. Mais c'est un homme de décision. C'est un homme de décision qui connaît les partenaires sociaux, qui connaît les élus et qui aura la volonté de mettre de l'huile dans les rouages. Et justement, c'est ce qu'on comprend de ces premiers mots, pas de changement de ligne politique, mais un changement de méthode avec plus de dialogue, plus d'écoute. Ça vous va ? Il en manquait jusque-là ? Peut-être qu'effectivement, l'un des défauts du gouvernement Philippe, mais c'était peut-être un défaut de la Macronie, entre guillemets, c'était cet aspect jupitérien avec non pas des dictates, mais une forme d'arrogance, une forme de mépris qu'on a pu ressentir au Parlement, qu'ont pu ressentir les syndicats, qu'ont pu ressentir les Français. Ça a donné les gilets jaunes. Et donc peut-être que... j'espère surtout que... Mais vous Jean y croyez ? Castex... Est-ce que le problème, ce n'était pas Macron, comme vous dites ? Est-ce que c'était Édouard Philippe le problème ? Est-ce que le fait que Jean Castex arrive à Matignon, ça va changer ça ? Écoutez, les circonstances d'ailleurs de l'éviction du Premier ministre posent question. Parce qu'il a été évincé, Édouard Philippe, pour crime de lèse-popularité, entre guillemets. Et donc, on a une présidentialisation de plus en plus affirmée de notre système, une monarchie républicaine qui est de plus en plus monarchique, de moins en moins républicaine. J'espère sincèrement que le président de la République va laisser le Premier ministre chef du gouvernement gouverner. Je l'espère sincèrement. Et la Ve République, effectivement, ne doit pas être trop présidentialisée. C'est un risque. Alors peut-être qu'il va falloir revenir un jour ou l'autre sur le quinquennat. Moi, personnellement, je suis favorable au septennat non renouvelable. Mais il y a un vrai risque et on va voir très vite ce qui va se passer. D'ailleurs, je note que le Premier ministre ne va s'exprimer qu'après
l'interview du président de la République le 14 juillet. Et là, honnêtement, ça, c'est pas bon, à mon avis. Ça me pose un problème, ça? Ça me pose un problème. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autonomie dans l'action du Premier ministre, qu'il y ait une coordination, c'est évident. Mais là, on a vraiment l'impression qu'il sera aux ordres, même s'il a dit qu'il ne voulait pas être un collaborateur, ce que je comprends. Et ce que je devine de ce que je sais de Jean Castex, que j'ai rencontré dans différentes réunions. J'espère sincèrement que la solidité du Gersois ou du Catalan ne sera pas effritée par l'acteur Macron. Et vous auriez aimé qu'il arrive plus tôt, ce discours de politique générale, devant le Parlement? C'est trop tard pour vous, après le 14 juillet? C'est-à-dire, c'est trop tard après l'interview du président. Alors le président, il a tweeté. C'est bizarre, hein, il commence à avoir des attitudes trumpiennes. Il tweet. Maintenant, il va parler, après avoir beaucoup parlé. Il avait fait une interview dans la PQR. C'est vrai Ça vous a choqué, cette série de tweets hier soir? Ça m'a surpris. Pour définir quelles étaient les priorités, passer par des tweets pour dire ça? Ça m'a surpris, oui. C'est pas dans les habitudes françaises, entre guillemets. Alors peut-être que je suis un peu vieux jeu, mais j'estime qu'il faut prendre un peu de recul et le tweet n'autorise pas le recul. Un mot sur les mots de Jean Castex, qui parle de préservation de l'ordre républicain, de sécurité du quotidien, des mots qu'on avait un peu oubliés dans la bouche du président de la République. Jean Castex qui était hier soir dans un commissariat à La Courneuve. Est-ce que ce sont des mots, des actes qui parlent à la droite, ça? Je pense que notre pays a besoin non seulement d'autorité, mais de sérénité. Et ça peut passer par ces gestes. Alors, vous parlez du pays, moi je pense aux policiers déjà, qui ont très mal vécu les différentes sorties de leur actuel ministre. J'espère que M. Castaner va trouver une autre destination, parce que pour rassurer les policiers, et on a besoin de les rassurer, il leur faut un nouveau ministre. Et l'attitude de Jean Castex, le fait d'aller discrètement dans un commissariat est plutôt une bonne chose à mon avis. Allez, on va parler des réformes. La tâche est rude pour Jean Castex, les réformes nombreuses. On va en parler avec Alex Poussard. Bonjour Alex. Bonjour Oriane, bonjour Olivier Paco. Bonjour. Et Jean Castex qui va aller vite dans les réformes. Est-ce que ça veut dire que l'agenda du Parlement va être chargé dès cet été? Alors Oriane, au risque de vous décevoir, non, l'agenda du Parlement ne sera pas chargé cet été, avec un troisième projet de loi d'urgence débattu au Sénat, une nouvelle lecture du projet de loi bioéthique à l'Assemblée nationale. Non, ce mois de juillet, il va surtout servir au gouvernement et à Jean Castex pour dévoiler les réformes censées répondre à la crise sanitaire et à la crise économique, avec la présentation durant le mois de juillet du plan de relance économique et de soutien à la jeunesse, avec un volet pour lutter contre le chômage des jeunes à la rentrée. On connaîtra également à la mi-juillet les conclusions du Ségur de la santé, cette grande concertation censée améliorer les conditions de travail à l'hôpital. Et enfin, la loi écologique qui contient les mesures de la Convention citoyenne pour le climat. Elle sera présentée en juillet et elle arrivera au Parlement cet automne. Une fois ces réformes dévoilées, Jean Castex va utiliser le mois de juillet et le mois d'août pour lancer de nouvelles concertations sur ces textes avec les partenaires sociaux, avec les corps intermédiaires. On écoute le nouveau Premier ministre. De méthode, madame. Moi, avant de donner les solutions, je souhaite que l'on en discute avec la nation, avec les partenaires sociaux, dans les territoires. Donc, je souhaite, je suis Premier ministre depuis quelques heures, ouvrir des concertations, des discussions avec les partenaires sociaux, dans les territoires, avec tous les acteurs, pour associer le plus possible à la recherche de solutions et à l'élaboration d'un nouveau pacte social. Donc ça, c'est la concertation autour des réformes post-coronavirus. Mais Jean Castex va devoir également rouvrir les concertations sur des réformes d'avant la crise du Covid-19 et notamment le retour de la réforme des retraites. Le nouveau Premier ministre a assuré hier dans les colonnes du JDD qu'il voulait régler cette réforme à court terme. Autre dossier épineux, la réforme de l'assurance chômage, suspendue jusqu'au mois de septembre. Elle pourrait être finalisée. Et puis, il y a un morceau important, le grand plan de lutte contre la dépendance et le lancement de cette 5e branche de la sécurité sociale. On finit par un autre projet de loi qui est dans les cartons du gouvernement. Il est prêt et il intéresse beaucoup le Sénat. Il s'agit du projet de loi 3D pour décentralisation, déconcentration et différenciation. Et Jean Castex pourrait être très attaché à ce projet de loi qui renoue le lien entre le gouvernement et les territoires. Écoutez Jean Castex.
Tout ne peut pas se décider depuis Paris. Je crois au territoire, je crois à la confiance et aux valeurs de responsabilité. Voilà. Si vous comptez évoquer les questions d'écologie, puisqu'elles ont été au cœur de votre reportage, eh bien, je pense que nous avons une dimension supplémentaire tout à fait exceptionnelle à trouver dans les territoires, à faire progresser l'écologie dans les territoires au plus près des citoyens. Un nouveau Premier ministre très attaché au territoire, ça pourrait donc plaire à la Chambre qui représente ces territoires, le Sénat. Et merci beaucoup Alex, effectivement, le Premier ministre qui a beaucoup le mot territoire à la bouche, on va en parler, mais d'abord sur ces réformes économiques et sociales. Il remet sur la table la réforme des retraites, il veut qu'elle soit réglée rapidement, c'est une bonne chose pour vous? J'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr. Qu'il faille réformer, oui, mais je n'aime pas l'expression agir vite. Parce que je pense que notre pays affronte une crise sanitaire et sociale. Nous en sortons, plus ou moins, mais il faut rester vigilant. Et il va surtout avoir à affronter cette crise économique très forte. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Alors, quand j'entends parler d'un plan en faveur des jeunes, oui, c'est une très bonne chose. Maintenant, est-ce qu'il faut remettre tout de suite sur le tapis cette réforme des retraites? Je n'en suis pas du tout convaincu parce que les conditions de sérénité économique et sociale ne me semblent pas réunies. Sincèrement. Mais quand on voit le déficit du régime de retraite, pour vous, ce n'est pas urgent de régler ce problème? Évidemment, si. Mais cela impliquera notamment de discuter du sujet qui fâche, le fameux âge pivot auquel était attaché l'ancien Premier ministre. Et qui est indispensable pour vous, cet âge pivot? Je pense Il faut qu'il figure dans la réforme? Oui, clairement. Il y a beaucoup de choses à évoquer. Moi, il y a un point précis, c'est les enseignants qui doivent, pour accepter la réforme, être revalorisés. Cela leur a été promis par leur ministre. On n'en entend plus du tout parler. Donc je pense sincèrement qu'il faut reprendre, non pas à zéro, mais sur de bonnes bases. Et je ne suis pas convaincu que les conditions soient réunies aujourd'hui. Vous parliez de cette réponse à la crise économique et de ce plan pour l'emploi des jeunes qui va être annoncé au mois de juillet. Pour vous, ça doit être ça la priorité, ou il y a d'autres priorités pour cette relance économique? Les jeunes, c'est un des aspects, mais ça part dans tous les sens. On a entendu depuis des semaines des mesures spécifiques concernant l'aéronautique, concernant l'automobile. Il y a énormément de choses à faire et donc, honnêtement, Jean Castex, même s'il a beaucoup de talent, et moi j'ai pu le mesurer, il va devoir vraiment déployer une énergie folle pour faire face à cette crise qu'on annonce à un recul à plus de 10% de notre PIB. C'est du jamais vu en temps de paix. C'est du jamais vu en temps de paix depuis 1876. Donc, essayer de vouloir lancer des réformes indispensables, mais qui peuvent attendre quelques mois, sur la dépendance par exemple, sur la Constitution ou l'organisation de nos institutions, sur la décentralisation, qui est indispensable aussi. Peut-être qu'au lieu de parler de l'été, parler de l'automne serait plus prudent. Pour toutes ces réformes, il faut attendre pour vous? L'automne, au moins l'automne. Oui, tout à fait. Et le Ségur de la santé, Ségur de la santé qui s'est conclu la semaine dernière, dont Jean Castex dit vouloir parler très rapidement. Qu'est-ce que vous en attendez, vous, des conclusions de ce Ségur de la santé? Eh bien, écoutez, tout le monde loue le fait que l'État mette beaucoup d'argent sur la table, mais dit que ça ne sera pas suffisant. C'est une question d'organisation globale et peut-être qu'il ne faut pas aller encore trop vite là-dessus. Et évidemment, ça se travaille avec les partenaires sociaux. Je pense que les partenaires sociaux sont conscients des efforts que veut faire le gouvernement. Près de 7 milliards d'euros mis sur la table, c'est énorme et c'est inédit. C'est alloué. Maintenant, alors les partenaires sociaux qui demandent 2 milliards de plus, pour vous, il faut les mettre, ces 2 milliards? Je ne sais pas s'il faut mettre 2 milliards de plus. Vous savez, peut-être qu'une cote mieux taillée sera à 1 milliard de plus. Néanmoins, ce n'est pas l'unique problème. Il y a un problème d'organisation. Tout le monde le sait. J'ai entendu hier Philippe Juvin avoir des paroles très claires à ce sujet concernant peut-être une suradministration de la santé, avec moins ou pas assez de praticiens, rendre plus attractifs ces métiers. Il y a beaucoup de choses à faire et donc je pense que là encore, il ne faut pas se précipiter.
Allez, on va parler de Jean Castex, l'homme des territoires, hein, l'homme des Pyrénées-Orientales. Et justement, on va aller à Perpignan. Bonjour Pierre Mathis, vous êtes le rédacteur en chef à l'Indépendant. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, qui est Jean Castex, vu des Pyrénées-Orientales ? Alors, vu des Pyrénées-Orientales, Jean Castex, c'est d'abord et essentiellement le maire de Prades. C'est vrai que quand il est arrivé dans le département, au départ en politique, il avait certainement d'autres ambitions. Et ce qui s'est passé, et ce qu'on a expliqué au moment de sa nomination, c'est que, eh ben, ici, localement, ça s'est pas si bien passé que ça. Il a eu un petit peu de mal à faire sa place dans le jeu politique local, où, pour tout dire, il n'a pas été particulièrement bien accueilli. Je pense que pour les élus ici du département, le CV particulièrement impressionnant de ce grand fonctionnaire d'État a fait plus peur qu'il n'a rassemblé. Alors, il a fait peur lors de son arrivée. Comment sa nomination vendredi a-t-elle été accueillie ? Alors, elle a été très très bien accueillie dans sa ville de Prades, évidemment. Ses administrés étaient assez fiers, on peut dire. Là, on a publié un article là ce matin où on explique que la place du marché à Prades a été très occupée par les chaînes de télévision nationales. Donc, c'est une toute petite ville, hein, Prades, c'est 6200 habitants. On est au pied du Canigou, hein, vous avez le Canigou qui domine la ville. Et finalement, ben voilà, on voit un peu les médias parisiens qui débarquent sur la place du marché. Ça a beaucoup intéressé un petit peu tout le monde. Donc ces administrés sont très contents. Au plan départemental, Jean Castex, comme je l'ai expliqué, il était connu dans le milieu des décideurs, mais pas forcément du grand public. Il a jamais réussi à avoir un mandat de député. Il a échoué en 2012 à ça. Il n'a pas réussi non plus à devenir le président à l'époque de l'UMP 66. Il n'a pas non plus réussi à être celui qui allait mener l'opposition de droite à Georges Frêche à la région à l'époque. À chaque fois, comme je le disais, alors c'est pas la personnalité hein, du tout qui a fait peur, parce qu'il est bien entendu présenté comme quelqu'un de convivial, enfin de rassembleur, de simple, mais je pense que c'est son CV qui a un petit peu au plan local, qui a un petit peu effrayé ici les élites locales. Et d'ailleurs, ça a fait l'objet d'une polémique ici, puisqu'il a expliqué sur TF1 donc, qu'il n'était pas content de l'attitude des Républicains sur la municipale de Perpignan, qui a vu l'élection de Louis Alliot. Et on sait qu'il s'est investi sur cette municipale. Il a tenté de convaincre le maire Jean-Marc Pujol peut-être d'avoir une attitude différente de celle qu'il a eue entre les deux tours pour justement faire barrage au Rassemblement national. Justement, hein, vous avez consacré votre une à ça hier hein, sur Perpignan, la raison du départ de Jean Castex des Républicains. Ça a été perçu comment, ça ? Oh, bah, ça n'a pas étonné grand monde quand on connaît le contexte perpignanais. Ce qui est surtout intéressant à signaler, c'est que finalement les réactions les plus positives qu'on a pu recueillir en dehors des satisfactions de convenance, c'est par exemple la réaction de Carole Delga, la présidente socialiste de la région, qui a expliqué qu'elle travaillait très bien avec Jean Castex. C'est à Prades la réaction du président de l'université catalane d'été, Ramon Gual, qui n'est pas du tout du même bord politique, mais qui a expliqué qu'il a toujours pu travailler avec Jean Castex. Et effectivement, ce qui remonte, c'est que c'est quelqu'un qui traite avant tout les dossiers pour ce qu'ils sont et tente effectivement de travailler avec tout le monde. Merci Pierre d'avoir été avec nous. On va voir la une du jour de l'Indépendant sur Perpignan, HLM, Rigaud, l'enfer de la drogue. C'est à la une de l'Indépendant aujourd'hui. Merci Pierre d'avoir été avec nous et de nous avoir éclairé sur la personnalité de Jean Castex. Alors Jean Castex qui répète inlassablement ce mot de territoire. C'est l'homme des territoires qui est arrivé à Matignon pour vous ? C'est l'homme d'un territoire en tous les cas. C'est un homme qui est enraciné. Alors, votre confrère a insisté sur ses difficultés pour s'imposer à Prades. Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, je retiens surtout le fait qu'il soit devenu conseiller départemental. Et bon, c'est peut-être un mandat qui n'est pas très connu par les Français, mais en zone rurale, le conseiller départemental, il est élu sur un territoire qui compte entre 40 et 50 000 habitants, alors ça dépend des configurations,
agglomération, mais ça peut être 3 à 100 communes. On n'est jamais élu par hasard conseiller départemental, parce que cela signifie qu'on connaît le territoire, qu'on y est connu, qu'on y a démontré ses capacités à rassembler, à fédérer, à dépasser les clivages partisans. Le conseil départemental, c'est en plus sur le territoire l'instance qui a l'action sociale au cœur de son métier. Et je pense que en plus de Prades, le conseil départemental des Pyrénées-Orientales aura été pour Jean Castex un terrain de formation politique extraordinaire. Et pour vous, ça augure d'une nouvelle relation entre l'exécutif et les élus locaux? Édouard Philippe aussi était un élu local. Pas du tout de la même façon, parce que c'était le maire d'une grande ville, et je pense que les relations, enfin, on ne peut, le maire du Havre et le maire de Prades, ça n'a rien à voir. Le maire du Havre, il a un directeur de cabinet, il a un directeur général des services, un chef de cabinet, c'est pas lui qu'on va saisir en direct. À Prades, quand il y a un mort dans la commune, quand il y a un problème, qui va-t-on voir ? Le maire ou un adjoint. Et c'est comme ça dans toutes les petites villes. Et c'est pour ça que les maires des petites villes sont beaucoup plus à même de comprendre la réalité des problématiques. Donc une nouvelle relation, une meilleure compréhension des élus locaux pour vous? Certainement, d'autant plus qu'il a été conseiller régional aussi. Donc tout ça fait qu'à mon avis, c'est plutôt bon pour les territoires, oui. Et pour le pays. On va voir votre revue de presse maintenant, la revue de presse du côté de l'Oise avec Alex Poussard qui revient. Et Alex, on commence avec Le Parisien. Et le journal Le Parisien qui part à la rencontre de ces nouveaux maires de l'Oise pour recueillir leurs impressions au moment de leur entrée en fonction. Et par exemple, pour Lydia Border, maire de Berthecourt, eh bien, elle n'a pas l'habitude qu'on l'appelle Madame la maire. Et elle le dit, j'ai l'impression d'être importante alors qu'au fond, je suis restée la même. Et puis pour Catherine Martin, qui a été élue maire de Tillé, son agenda s'est chargé d'un seul coup. Il n'y a plus de place pour l'imprévu. Il faut faire des réunions avec les chefs d'entreprise, des réunions avec le département, organiser les préparatifs du 14 juillet. Catherine Martin n'a plus une minute à elle et elle le dit, la mairie, c'est devenu ma deuxième maison. Un mot peut-être, Olivier Paco, sur une de ces mères que vous connaissez bien. Oui, Catherine Martin est ma collaboratrice. Depuis des années, c'est une fille formidable qui effectivement se dévoue pour sa commune d'une façon incroyable. En fait, la vie de maire prend toute la place, même dans la vie personnelle. Dans une petite commune, oui. C'est beaucoup plus difficile d'être maire d'une commune de 1000 habitants que d'être maire d'une commune de 50 000 habitants. On enchaîne avec le courrier Picard ? Et on enchaîne avec la commune de Balagny sur terrain où l'ambiance est un peu plus tendue en ce moment après la polémique suite à une photo de la nouvelle équipe municipale où les membres de la nouvelle majorité réalisaient un doigt d'honneur. Ambiance très tendue, polémique dans toute la France, également dans la commune où les habitants sont très remontés. Et dans ce contexte de tension, le maire Philippe Maréchal a été installé ce week-end à la mairie. La nouvelle municipalité, et c'est le titre du courrier Picard, devra désormais gouverner avec doigté. Voilà. Beau jeu de mots. Actu.fr. Et on finit par l'actualité de Beauvais. Et la maire de Beauvais, Caroline Cailleux, ancienne sénatrice, fraîchement élue, eh bien, elle a décidé d'appliquer tout de suite l'une de ses promesses de campagne, à savoir la division par 2 des tarifs de cantine scolaire. Une mesure qui va coûter 500 000 € à la ville de Beauvais pour des tarifs de cantine qui s'échelonnent entre 12 centimes et 2,40 €. Merci beaucoup Alex. Un mot, puisque Jean Castex est aussi un homme de droite, on le disait. Est-ce que vous souhaitez qu'il y ait une personnalité des Républicains qui entre dans le gouvernement Castex? Est-ce que ce serait un bon signal? Je n'ai pas de souhait particulier. Je pense que j'ai entendu dans le tweet du président de la République qu'il voulait un gouvernement de rassemblement. Encore heureux. Il ne va pas dire que je veux un gouvernement de division. Alors, si rassembler, c'est du en même temps, c'est-à-dire des gens qui viennent d'horizons très différents, ça me fait un petit peu peur, parce que c'est partir de bonnes intentions, mais ça peut aboutir à de la confusion et à des contradictions. Alors, en ce qui concerne les Républicains, il semble que certains aient été approchés. Seront-ils séduits par le chant des sirènes? Je ne le sais pas. Serait-ce une bonne chose? Je ne le sais pas non plus. Est-ce que ce serait une bonne chose justement pour les Républicains? Est-ce que ce serait considéré comme du débauchage individuel? Ou est-ce que c'est bien finalement qu'on élargisse et que les Républicains aient leur mot à dire aussi dans le gouvernement? Si on parle de stratégie pure, entre guillemets, ce serait une bonne chose pour le président de la République pour semer un peu plus la division dans le camp des Républicains. C'est évident. Et donc je pense que les Républicains ou les autorités des Républicains vont essayer de limiter les débauchages individuels. Ce seront des débauchages individuels si tel est le cas. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est le pays. Et
si de vrais talents arrivent au gouvernement, des gens expérimentés, plutôt que des gens de la société civile qui manquent justement de cette expérience indispensable, ça peut être une bonne chose pour le pays. Les meilleurs ministres aujourd'hui, mis à part Jean-Michel Blanquer, ce sont souvent des gens qui avaient une expérience politique. C'était Gérald Darmanin, par exemple, ou Bruno Le Maire, des gens qui viennent des Républicains. Édouard Philippe était le meilleur d'entre eux. Que des gens qui viennent de là. Et bien sûr. Et Jean-Yves Le Drian, qui lui avait une expérience aussi. Un mot sur Xavier Bertrand, hein, que vous connaissez bien. Vous êtes élu je soutiens. Des Hauts-de-France, que vous soutenez. Et Jean Castex, c'est un proche de Xavier Bertrand. Est-ce que vous y voyez un coup politique de la part d'Emmanuel Macron, un moyen de barrer la route de l'Élysée à Xavier Bertrand ? Je pense que ce n'était pas étranger à la réflexion du président de la République. Néanmoins, Xavier Bertrand est un homme très décidé et les Français ne veulent pas revivre le match Macron-Le Pen. Ils veulent une alternative. Ça pourra être éventuellement Xavier Bertrand, ça pourrait être peut-être quelqu'un d'autre. Mais si Xavier Bertrand incarne ce que je pense, une voix différente mais qui correspond à ce qu'attendent les Français, c'est-à-dire une forme de gaullisme social, c'est-à-dire de l'autorité, mais aussi la volonté de prendre en considération les vraies problématiques des Français sans être hors sol, eh bien, je pense que Xavier aura sa chance. Mais la nomination de Jean Castex, c'est politique, c'est un coup dur pour lui. Je ne sais pas si c'est un coup dur, mais ça peut effectivement être troublant. Merci beaucoup. Merci Olivier Paccaud d'avoir été avec nous ce matin dans 2 minutes.